Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1105 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 octobre 2025. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jean-Michel Lenoir pour apprendre à photographier à la manière d'Ansel Adams. Alors pour commencer, on va s'intéresser au personnage, Ansel Adams, photographe américain du début du XXe siècle. Il est né le 20 février 1902 à San Francisco et est décédé en 1984. Il a marqué l'histoire de la photographie, notamment avec ses paysages des grands parcs de l'Ouest américain et de son approche minutieuse de la technique dans la réalisation de ses prises de vue. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Jean-Christophe Béchet. Il nous parle d'Ansel Adams et de son influence. Oui, disons qu'Ansel Adams, c'est un peu la grande figure de la photographie de paysage américaine à la chambre, et en noir et blanc, et aussi au Polaroid, parce qu'il a aussi beaucoup travaillé avec les films Polaroid. Donc, c'est vrai que Ansel Adams, il faut le remettre dans le contexte des pionniers de la photographie, au moment où la photographie veut s'émanciper un peu de la peinture, veut s'émanciper de ce courant qu'on a appelé pictorialiste aussi, qui voulait un peu imiter la peinture avec des effets vaporeux ou des images romantiques. Et lui, il va développer un peu l'idée d'une spécificité de la photographie. Il va être très proche du groupe F64, qui, comme son nom l'indique, pour ceux qui connaissent un peu la technique, veut dire qu'on utilise une petite ouverture pour avoir une très grande profondeur de champ, donc des images très nettes, très précises, qui font un peu justement la spécificité de l'art photographique au début du XXe siècle. Donc son idée, c'était de trouver entre guillemets, une valeur moyenne d'exposition, une zone 5, donc en quelque sorte une zone intermédiaire dans la densité et le contraste, et développer le film en fonction de sa prise de vue, en jouant sur des paramètres de développement pour arriver à un négatif qui restitue toutes les nuances de sa photo. Donc ça s'adaptait vraiment uniquement presque au paysage ou à la nature morte, quand on contrôle vraiment beaucoup de choses, et aussi la photo à la chambre, parce qu'en fait, il fallait quand même développer chaque photo individuellement, un peu différemment. L'idée, c'était d'arriver à avoir un négatif le plus riche en détails possible, et finalement, au final, le plus facile à tirer. C'est un peu ce que font tous les appareils automatiquement, d'une certaine façon, hein. Mais en fait, lui, il a vraiment développé de façon extrêmement précise, en allant assez loin aussi dans la recherche de la chimie. Et, et ça a séduit beaucoup de monde parce que c'était une recette assez précise à un moment où tout le monde avait besoin de recettes de cuisine pour, entre guillemets, ne plus gaspiller du papier, ne plus avoir des images décentes techniquement, quoi. Donc il a été un peu un promoteur de cette approche technique de la photo, qui avait l'avantage de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de permettre une maîtrise complète, qui avait un peu l'inconvénient de faire perdre une forme de spontanéité. Et on peut trouver effectivement que ces photos sont avant tout des images assez académiques, assez classiques, avec des images qui se jouent plus sur la qualité technique que sur, entre guillemets, l'originalité esthétique. En plus, il s'est vraiment focalisé sur le paysage américain, sur les grands parcs, notamment Yosemite et Yellowstone. Et donc, il a rendu ces parcs très, entre guillemets, célèbres dans l'histoire de la photo, avec des vues qui sont devenues un peu des icônes. Et comme c'est des lieux aussi emblématiques, ces photos emblématiques de lieux emblématiques, sont devenues un peu à la fois des images qu'on admire, et à la fois des images peut-être qu'il faut éviter pour ne pas être juste dans une photographie un petit peu trop répétitive et simplement réussie sur le plan technique. Bon, il dit un max de trucs, hein, Jean-Christophe, dans son témoignage. On va revenir sur beaucoup des sujets abordés. Mais pour commencer, est-ce que vous connaissiez cette histoire de groupe F64 ? Oui, mais moi je triche parce que j'ai un peu baigné dans pas mal d'ouvrages, vous l'aurez compris depuis que vous écoutez ce podcast, et notamment celui de Jean-Christophe Béchet qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Influence, aux éditions de La Martinière, dans lequel il évoque de nombreuses personnes, de nombreux photographes qui l'ont influencé, lui, dans sa manière d'envisager la prise de vue. Ansel Adams en fait partie, et il est fait mention de ce fameux groupe
F64, mais après, c'est pas non plus quelque chose qui est, on va dire, ultra connu quand on s'intéresse à l'histoire de la photographie, alors que c'est un courant qui mérite d'être évoqué. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers le travail d'Ansel Adams, qui est, comme Jean-Christophe le décrit, un petit peu académique, mais qui est en fait bien plus que ça quand même. On va le voir. Tu aurais fait partie, toi, de ce groupe F64 si tu vivais à l'époque d'Ansel Adams? Alors le groupe, enfin le nom me rappelle évoque quelques éléments, mais décrire très précisément pas trop. Mais je pense que c'était un groupe un peu de personnes qui partageaient cette même vision un peu académique et technique de la geeks, photographie. quoi, hein, on va pas se mentir. Oui, parce que ça faisait référence à l'ouverture sur une chambre photographique, hein, c'est ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un truc de geek à la base, enfin un truc de photographe, quoi. Est-ce que Ansel Adams, c'est un maître pour toi? Est-ce que ça a été une source d'inspiration? Alors, pour aller au-delà de la vision purement académique, moi, ce que je retiens d'Ansel Adams, et ce qui m'a sûrement aidé à m'inspirer, en tout cas à essayer de trouver une voie plus personnelle, hein, c'était sa maîtrise de la lumière, hein. Alors lui, la voyait, et je pense qu'on parle beaucoup de la technique d'Ansel Adams, du zone system, mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui savait voir, hein. Tu viens de dire un gros mot, on va y revenir, hein, sur le zone system. Tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est. Et justement, la démarche première en photographie de nature et principalement en paysage, c'est savoir observer, savoir voir, hein, et pour essayer de ressentir et exprimer justement cette sensation de beau, cette sensation de lumière, des ambiances dramatiques. Et je pense que c'est ce qui caractérise le travail d'Ansel Adams, son travail sur la lumière et ses ambiances fortes. Ouais, c'est ce que dit en creux Jean-Christophe, en fait, hein, quand il parle de photos académiques. Ansel Adams, c'est un peu ça. C'est-à-dire que lui, il cherche pas forcément à véhiculer, à transmettre des émotions, contrairement à toi, d'ailleurs, mais il va vraiment être sur une recherche de représentation, presque documentation de la réalité telle qu'il la voit, du paysage, avec une grande maîtrise de lumière, comme tu le dis, mais une grande maîtrise aussi de la profondeur de champ sur ces images. Et c'est ça qui frappe en premier, c'est que tout est net, quoi. Du premier à l'arrière-plan, c'est une netteté absolue de bout en bout, quoi. C'est vrai que moi, je vois le côté un peu plus poétique de la démarche avec son travail sur la lumière. Mais c'est vrai, quand on regarde toutes ces images, hein, notamment la vue avec la vue de Teton, de Grand Oui. Teton avec la rivière, donc qu'on appelle la Snake River, on voit cette profondeur qui nous appelle vers la lumière qui rayonne sur la montagne. Et c'est une vue assez saisissante. Pourquoi, selon toi, son travail et ses images, elles sont devenues iconiques? Elles sont iconiques parce je pense qu'il faut revenir dans le contexte de l'époque, hein. Donc, je crois qu'il a commencé à faire ses premières images à l'âge de 16 ans. Donc, je crois qu'il avait 14 ans, enfin, dans les années 20, où en fait, il avait subi des échecs scolaires. Et donc, du coup, c'est un peu son père, en lui offrant son premier appareil, qui lui a mis le pied à l'étrier. Il a utilisé un Vest Pocket de Kodak. Tout à fait. Entre autres. J'en ai retrouvé un dans le grenier de ma grand-mère. Je me demandais ce que c'était que cette petite boîte L'appareil du noire. soldat, j'en avais parlé dans une story précédente. Il y en a un qui est perdu au sommet de l'Everest. Si vous tombez dessus, faites attention en le redescendant au choc thermique. Et donc, du coup, je pense que dans le contexte de l'époque, avoir un rendu, puisqu'en fait, les émulsions ne permettaient pas de restituer tout le spectre de la lumière, et on en parlera sûrement après d'un point de vue technique, mais en fait, avoir des rendus photographiques où on peut avoir des nuances dans les hautes lumières, dans les ombres, je pense que ce côté de restitution de la lumière était novateur. Tu te souviens de ton premier appareil photo? Ah oui, celui de mon père, un Focasport. Et quand c'est que tu es passé à des systèmes un peu plus costauds? Ansel Adams, il bossait avec de la chambre, donc de la chambre 4-5 et de la chambre 8-10, grand format. Bon, tu es un adepte du JFX, mais en termes de taille de surface sensible, on n'y est pas du tout encore, hein. Non, pas du tout, mais c'est vrai que mon premier boîtier, ça a été un Nikon F301, parce que à l'époque, je faisais plus de photographie animalière. Mais en fait, je suis revenu au bout de quelques années à quelque chose de beaucoup plus épuré, et avec beaucoup plus de présence de l'environnement, pour ne plus mettre les animaux qu'en tout petit, jusqu'à me consacrer, pas exclusivement, mais principalement sur la photographie de paysage.
Et là, puisqu'on parle de matos, un petit peu, Jean-Christophe l'a cité aussi, on le connaît moins pour ça, mais Ansel Adams, il a utilisé du Polaroid. Il a rencontré Edwin H. Land, qui était donc le créateur du Polaroid. Et c'est marrant finalement de voir que cet homme si perfectionniste, son travail sur la lumière, sur la composition, sur la profondeur de champ, finit par utiliser ce procédé si aléatoire et imparfait qu'est le Polaroid. Oui, c'est assez paradoxal. En plus, lui qui montrait que des tirages noirs et blancs, l'apparition du Polaroid redéfinissait son C'était Andy Warhol, univers. c'était pop. Ouais. Donc c'est étonnant. Alors est-ce que c'était justement plus en bloc-notes ces Polaroids, peut-être que plus un travail de fond sur ces tirages? Alors, il faut savoir aussi, c'est que Ansel Adams, il avait une approche écologiste, qui était suffisamment rare à l'époque, je pense, pour être soulignée. Il était membre, par exemple, du Sierra Club de 1934 à 1971, qui était une association américaine écologiste dédiée à la préservation de la nature. C'est un volet fondamental aussi pour toi dans ton travail, ça? Ouais, je pense que quand on est un grand contemplatif, on est dans une démarche de respect. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien vers ça qu'il faut aller pour continuer à pérenniser des espaces sauvages. C'est porter un regard à la fois émerveillé, mais de respect profond quand on va sur les lieux, de respecter les lieux, de ne pas y aller, de ne pas systématiser ce qu'on voit sur beaucoup d'endroits sauvages avec l'effet induit par les réseaux sociaux, cette massification jusqu'à se voir interdit l'accès à certains endroits à cause de comportements inadaptés. Quand une propriété est privée, on n'y va pas en groupe, on ne se déplace pas, on ne va pas à tout prix chercher la photo. C'est valable pour la photographie animalière, le respect de l'animal, mais c'est valable aussi pour les espaces sauvages. Et heureusement, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui font pas très bien, mais les parcs nationaux sont quand même relativement bien protégés de manière générale. C'est un côté un peu rassurant. Parce que quand on entend le président actuel des États-Unis qui a juré au début de son mandat qu'il allait forer comme jamais. Drill, drill, drill. Voilà. Oui, il a dit drill, baby, drill. Ouais, donc ça promet. Je pense que là, notre cher Ansel Adams doit se retourner dans sa tombe, le pauvre, s'il entendait des choses pareilles. Mais le côté préservation des parcs nationaux est quand même une chose qui fonctionne assez bien aux États-Unis. On en a aussi en France, des parcs nationaux. Moi, je connais bien Bien sûr. le parc national des Cévennes, qui est un lieu plus magnifique. que sublimissime pour pratiquer diverses activités, dont la photographie de paysages. Alors, on l'a évoqué, Ansel Adams était un très grand technicien et il a notamment inventé la technique du zone system pour réaliser ses photographies de paysages en noir et blanc. Cette technique d'exposition a marqué l'histoire de la photographie argentique et est encore enseignée de nos jours dans les écoles de photo. On écoute Jean-Paul Gandolfo, professeur et historien de la photographie, qui est un grand spécialiste du laboratoire noir et blanc, nous expliquer en quoi consiste cette technique du zone system. Ansel Adams a élaboré ce qu'on appelle depuis le zone system. Il l'a fait avec un de ses collègues photographes qui s'appelait Fred Archer. Alors, l'idée, en fait, c'est de prendre le contrôle sur le système photographique du moment, donc qui est le système classique de l'époque qu'on utilise encore, le gélatino-bromure d'argent, de manière à contrôler le rendu de valeur depuis le théâtre de la prise de vue jusque naturellement à l'objectif final qui est le tirage positif. Alors, avant de rentrer dans le zone système et dans la mécanique des zones, il y a un point souvent qui est parfois un peu négligé quand on veut expliquer le zone système, c'est l'étape préalable indispensable à laquelle Ansel Adams s'était vraiment très attaché et qu'il appelle la prévisualisation. Donc le terme est relativement explicite, ça veut dire en fait que le photographe doit être capable, alors après un certain temps d'apprentissage, naturellement, ça vient pas tout de suite, le photographe doit être capable de visualiser mentalement le rendu du tirage vers lequel il veut se diriger, ce qu'on appelle maintenant l'intention de tirage, au moment de la prise de vue,
quasiment avant d'appuyer sur le déclencheur souple. Et donc ça, naturellement, ça demande une analyse assez fine du sujet, hein, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'illuminance. C'est ce que chaque plage du sujet renvoie vers l'objectif photographique et donc vers le capteur photosensible. Donc le photographe va prévisualiser son sujet et après, en fait, il va flécher le rendu de zones clés, les points les plus importants du sujet qu'il photographie, vers schématiquement ce qu'on pourrait appeler des niveaux de densité ou d'opacité sur le tirage. Et donc, ce faisant, il va prendre le contrôle sur le contraste de l'image en termes de rendu. Et, il pourra soit compresser les valeurs, si par exemple le sujet est trop contrasté et que ça rentre pas dans la surface sensible qu'il utilise en termes de dynamique, au contraire, dans le sens inverse, il va les étendre. Hein, et donc tout ça sera possible par rapport à tout un travail de calibration et d'étalonnage qu'il aura fait en amont. Et d'ailleurs, au passage, il faut dire que le Zone System, ça fonctionne avec un photographe, un appareil photographique, un film unique, particulier, qui aura choisi le photographe, un révélateur film et naturellement un papier. Dès qu'on change un des maillons de cette chaîne de production, il faut refaire ce qu'on appelle une procédure de calibration, d'étalonnage. Et donc une fois que c'est fait, on a schématiquement 10 zones qui sont numérotées de 0 à 9. À 0, on a ce qu'on appelle le noir, hein, c'est globalement le noir maximum. Et à 9, on a également le blanc qui soit le plus bas possible, qui s'approche de ce qu'on appelle le blanc papier. Au centre, on a la zone 5. Alors, elle est particulière parce qu'elle est calée au milieu, et là, c'est la plus parlante pour ceux qui ne sont pas encore aguerris à la technique des zones système. La zone 5, ça correspond au carton gris à 18% qu'on utilise en photographie argentique et également en photographie numérique. Et après, on va s'écarter de cette zone 5 pour aller dans les zones les plus claires et les zones les plus foncées. Et plus on va s'approcher de ces zones claires et plus on va s'approcher de ces zones foncées, plus la notion de texture, ça c'est un mot très important dans le vocabulaire du zone système, la texture, ça veut dire en fait que l'œil peut encore percevoir la structure de la matière qui est photographiée. Et donc par exemple, schématiquement, dans les zones 0, 1, voire 2 et dans les zones 8 ou 9, la notion de texture va disparaître, elle va être remplacée par la notion de valeur, mais l'œil ne pourra pas discriminer le rendu de détail qui se trouve dans ces plages-là. Donc pour autant, par rapport à l'œil, ça fonctionne pour construire le contraste. Ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre Jean-Paul. Moi, ça me rappelle des souvenirs à l'époque où j'étais à Louis Lumière. Il a dirigé pendant de très nombreuses années le laboratoire noir et blanc, vous l'aurez bien compris, et c'est un très grand spécialiste de toutes ces notions-là. Jean-Michel, le zone système, tu l'as appris, toi, ou tu t'en es inspiré? Appris, non. C'est vrai que la période de bascule entre la photo purement animalière et de paysage remonte déjà à quelques années, mais c'était déjà le point de bascule entre l'univers de l'argentique et du numérique. Et avec l'arrivée du numérique, on va dire, le point d'attention effectivement sur la manière dont on expose un paysage, aujourd'hui, elle est grandement facilitée par l'histogramme. Et donc, évidemment, l'attention, les points d'attention de vigilance sur la fameuse zone 5 du zone système, elle est plus aussi cruciale. Et il y a d'autres manières qu'on abordera peut-être après sur la manière d'exposer correctement une photo de paysage. Bah, c'est ça. En fait, la vraie question, peut-être, c'est est-ce que le zone système a encore une utilité à l'ère numérique? Alors, on en reparle à nouveau parce que de plus en plus de gens refont un peu d'argentique, notamment les jeunes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette approche-là et c'est toujours bien d'avoir quelques rudiments technologiques. Mais toi, comme tu le dis, aujourd'hui, bon, on regarde son écran, on affiche l'histogramme et on y va, quoi.
Mais en fait, quand on analyse finement un histogramme, on est déjà dans un point d'attention, justement, de faire attention aux basses lumières, aux hautes lumières. Est-ce que j'ai de la perte d'information? Donc, on revient à ce point d'attention, justement, sur la gestion de la dynamique d'image, qui est un point crucial pour moi. C'est la capacité du capteur, que ce soit une surface photosensible, numérique ou argentique. Qu'est-ce que mon support va être capable de restituer par rapport au contraste de la scène? Et on est bien loin de la restitution de ce que l'œil voit en direct. Donc, quand on transpose sur une vision photographique, il faut savoir que le zone système, on parle de 10 zones. Donc, on a en fait une plage de dynamique de 10 IL. L'œil, c'est pratiquement 26. Donc, on n'est pas du tout dans le même rendu. Donc, et les capteurs que toi, tu utilises, on est plus proche de 14-15. De 14-15. Donc, on est grandement aidé. Donc, on a gagné 5 valeurs du temps de l'argentique et de ce que se faisait Ansel Adams. Donc, les progrès sont colossaux. Alors, je vais rappeler quand même, rappeler ou expliquer à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec cette notion-là que tu as abordée, qui est fondamentale, dont on va reparler d'ailleurs un peu plus tard dans la saison, qui est celle de l'histogramme, qui est donc une représentation graphique des valeurs d'une image. Alors, généralement, ça fait une petite forme, ça dépend du sujet, mais généralement, voilà, on a une petite montagne avec sur la gauche donc les valeurs les plus sombres, proche de 0, donc proche du noir, et de l'autre côté, vers 255, quand on est codé sur 8 bits, on s'approche évidemment du blanc. Et les appareils, en plus, ont cette faculté, pour certains modèles, de pouvoir afficher en surbrillance à la prise de vue, alors sur l'image réalisée, ou je crois même au moment de la visée, les zones qui sont cramées ou les zones qui sont enfoncées. Donc on a les zones de son sujet qui clignotent en bleu dans le noir et en rouge dans le blanc, ce qui nous permet de venir un peu modifier la position de cette petite montagne de pixels en fonction de son sujet. Et ça, c'est pour, c'est pour l'exposition. Et en vidéo, il y a le zebra, mais l'histogramme peut servir aussi à la couleur. L'histogramme Bien sûr. RVB. Et là, la profondeur des couleurs, etc., c'est une autre forme de dynamique qui est super importante. Et ça, je crois que ça te tient particulièrement à cœur, non ? En fait, je pense au-delà de l'histogramme, je pense qu'il faut surtout savoir, et j'en reviens un petit peu à la démarche d'Ansel Adams, c'est d'être déjà dans une vision du rendu final de l'image. Et en fait, c'est ce que j'essaie de faire à l'ère du numérique, c'est déjà d'être dans une vision de l'image aboutie dès la prise de vue. Donc, la prise en compte des hautes lumières, la prise en compte des basses lumières, la prise en compte de la couleur. Alors, Ansel Adams, il était en noir et blanc. Moi, je suis plutôt, on va dire, non pas en couleur, mais pas loin en monochrome. T'as quand même de grosses dominantes sur ton Voilà, travail, plutôt plus sur le bleu et pas en surbrillance, le bleu. Mais en tout cas, c'est cette attention à essayer de capter une lumière ou en tout cas de la transposer, de la restituer par rapport à une intention finale de rematérialisation, que ce soit un tirage ou un projet plus sur l'édition d'un livre, mais en tout cas, on va dire rematérialisation sur papier. Et donc, du coup, le choix de l'exposition à la prise de vue, même si on a toujours la possibilité de travailler au traitement, mais en fait, moi, j'essaie de gagner du temps, j'essaie de rester dans mon intention, donc j'essaie de faire l'essentiel du travail à la prise de vue. Donc, ça passe par l'usage de filtres dégradés, mais en tout cas, tout ça nourrit en fait l'intention d'être précis et de travailler sur l'histogramme avec une intention d'avoir un rendu d'exposition particulier, décidé, assumé. Et bien justement, comment tu fais sur le terrain? Donc, tu as évoqué que l'œil avait une très large dynamique, que le capteur avait aussi une dynamique qui était beaucoup plus petite. Puis, il y a la notion de contraste de sujet. Si ton sujet ne rentre pas dans la dynamique de ton boîtier, tu vas avoir tendance plus à exposer pour les ombres ou exposer pour les lumières? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure recette. Moi, j'en vois 3 des recettes. La première, on va dire, la plus répandue, la plus facile à mettre en œuvre, c'est d'essayer de faire une exposition moyenne, ne pas perdre d'informations dans les noirs, ne pas perdre d'informations dans les hautes lumières. On se débrouille avec ça et après, au traitement, on essaye de récupérer de l'information ou d'accentuer. On fait du dodge and burn, comme le faisait Ansel Adams avec ses masquages au niveau des tirages sous l'agrandisseur. Et puis après, nous, on va le faire justement au niveau du traitement, que ce soit quel que soit le logiciel de traitement, que ce soit du Photoshop ou du Lightroom ou autre, ou du DxO, peu importe le support logiciel, pour essayer de retrouver de la matière ou en tout cas des valeurs dans les ombres
ou dans les hautes lumières et dans les zones intermédiaires pour en faire un rendu qui est, on va dire, acceptable et moi que je pense aussi crédible et naturel. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ça veut dire que tu n'interviens jamais sur les modes de mesure de l'exposition? Alors, je vais en venir. Donc, pour moi, l'autre méthode, la deuxième méthode, c'est de faire du bracketing. Où là, on fait une série d'expositions multiples pour essayer d'élargir justement cette fameuse dynamique. Et après, donc, à la fusion des images entre elles, on va reprendre les valeurs d'exposition cohérentes pour en faire une image fusionnée qui ait du sens. Qui ressemble pas à du HDR dégueulasse, quoi. Voilà, je ne l'ai pas cité, parce que pour moi, c'est un gros mot. On n'en voit plus trop passer. Non, des images la comme ça. mode est passée, ouais. Elle est passée, et puis je crois qu'il y a quand même des utilisations un petit peu plus subtiles désormais du HDR, je suis une parenthèse, mais les photographes d'intérieur, par exemple, qui vont photographier pour des maisons d'hôtes ou etc., qui ont besoin de récupérer des lumières en extérieur. Ouais. Des fenêtres, là etc. typiquement, on va être en bracketing avec des fusions d'images. Ouais. Ouais, ou bracketing spécial, mais le HDR peut être un petit peu plus subtil qu'à une époque. Enfin, tous les rendus caricaturaux qu'on a pu voir, un petit peu surréalistes, là, je pense qu'on en est revenu, et tant mieux. Oui, ça fait du bien. Une petite respiration. Et je termine avec la troisième approche, qui est celle que j'utilise. C'est les points d'attention sur le terrain, parce que là, on parle vraiment technique d'exposition. Ça va être essayer d'être vigilant sur justement l'évaluation de la plage dynamique, de regarder ce qui se passe sur l'histogramme, partir de la zone qu'on veut exposer correctement, et puis le reste, si on peut le filtrer, je le filtre avec un filtre dégradé. Un ou plusieurs filtres dégradés. Filtre dégradé qui donc va permettre de compresser en quelque sorte le contraste sujet pour le faire rentrer sur la dynamique de capture de l'appareil. L'usage du filtre en fait donc, va assombrir, parce qu'en fait un filtre dégradé donc assombrit les parties les plus lumineuses, donc on va positionner le filtre de manière à atténuer ce qui pose problème dans la restitution de contraste, justement pour avoir un rendu lumineux plus cohérent avec le maximum d'informations de part et d'autre de l'histogramme pour éviter d'avoir des fameux histogrammes en U où en fait on a beaucoup de noir, beaucoup de haute lumière et pas grand-chose au milieu. Mais je dirais, il ne faut pas se limiter, on va dire, à la partie technique de l'histogramme parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de mauvais histogramme. C'est juste de savoir ce qu'on veut exprimer, de la manière dont on veut photographier un sujet. Si c'est un histogramme où il y a des noirs à 100% et des blancs à 100%, il faut juste l'accepter. Tout dépend de ce qu'on a envie de restituer, d'exposer. La manière d'exposer donne aussi un sens particulier à la lecture de l'image. Mais est-ce que ça veut dire désormais que tu as toujours systématiquement un trépied avec toi? Parce que tu parles beaucoup d'utilisation des filtres. Le filtre, ça peut engendrer des temps de pause un petit peu plus longs. Aujourd'hui, les boîtiers sont tous stabilisés pour la plupart. Donc, comment tu te situes par rapport à ça? Tu gardes un trépied dans ton fourre-tout ou tu t'es allégé et tu te dis, ouais, maintenant ça fonctionne? Parce que Ansel Adams, lui, par contre, il fonctionnait au trépied fatalement à l'époque. Alors, Ansel Adams, il travaillait forcément au trépied parce qu'il avait des temps de pause extrêmement longs. On parlait de F64 pour avoir le maximum de profondeur de champ. Il n'y avait pas de stabilisation, ni optique, ni capteur. C'était plutôt la technique du porteur pour l'aider à porter sa chambre. Le Sherpa. La technique Sherpa. Alors, en fait, moi, j'ai pas évolué de ce côté-là. Évidemment, il y a une grosse partie de mon travail qui est faite sur trépied, notamment quand je fais des poses lentes, où là, en fait, on veut montrer quelque chose, exprimer quelque chose de complètement différent, qui n'est pas forcément ce que l'œil voit. Donc, que ce soit un sujet en mouvement, des nuages, une texture dans l'eau, qu'on veut justement sublimer avec un rendu particulier qui n'est pas le rendu de l'instantané, où là, on a un temps de pause qui peut être plus important et du coup, qui n'est pas compatible avec l'usage d'un mode sans trépied. Donc, à main levée, même avec la meilleure des stabilisation, quand on veut faire une photo de plusieurs secondes, c'est pas possible. Ou alors on peut faire quelque chose de complètement différent avec le mot complètement. On parlait de mode du HDR, maintenant il y a le mode du ICM, Intentional Camera Movement, qui est une autre approche qui permet en fait, avec un effet de bouger de la main, et j'en reviens un peu au travail initial que j'avais fait sur les âmes sylvestres, on retrouve ce rendu, ce modelé d'image où on est plus proche de la peinture que d'une image figurative complètement détaillée. Et là, on sort du mouvement à 64, là, c'est l'opposé en fait. Là, c'est l'opposé complet. L'autre partie des images, quand j'ai juste besoin de corriger le ciel, c'est pas forcément avec un trépied. En fait, tout dépend en fait de la quantité de lumière qui va m'imposer ou non l'usage d'un élément qui va pérenniser, stabiliser et assurer la netteté pour ne pas risquer un flou de bouger.
Je dirais la différence des deux moyens, des deux manières d'arriver à l'image, hein, elle pose quand même, elle soulève aussi une question de la manière dont on aborde notre sujet. Le fait d'être sur trépied, on pose, on va rechercher une composition peut-être de manière sur laquelle on va prendre plus de temps, qui va nécessiter un regard plus précis sur la manière dont on va composer, donc l'orientation. Et alors que quand je suis à main levée, parfois, l'exposition va être prise sur le vif, hein, et en tout cas, l'image pas pensée de la même manière. Je dirais qu'on est sur des approches complémentaires, mais dont le résultat n'est pas forcément le même. Oui, mais la question se pose quand même parce qu'on a parlé précédemment, on a évoqué la dynamique. Parfois, la dynamique, l'exploitation de la quintessence de la dynamique d'un capteur se fait parfois à certaines valeurs, souvent 100 ISO, ça peut être 64 ISO sur certains capteurs. Or, pour être à ces valeurs-là, si on a un temps nuageux, si tu fermes à F11 ou je sais pas, très vite, faut vraiment pas trembler, ou en fonction du vent qu'il y a, etc. C'est complètement ça. Alors, Faut pas les pousser, les ISO. Et il faut pas les pousser, les ISO. Et oui, les ISO, c'est pas juste la montée en grain, c'est aussi la perte de la plage dynamique. Donc, quand on fait du paysage à 800 000 ISO, eh ben, on se coupe complètement de la finesse, justement, de nuances dans les noirs, dans les hautes lumières. On va avoir une image nette, mais on perd toute la nuance et on perd de la texture. Il a insisté beaucoup sur ce mot, Jean-Paul Gandolfo, dans son témoignage. Et c'est pas un petit mot, la texture. C'est complètement ça. C'est faire de la photo de paysage à 1000 ISO. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on perd ce modelé d'image, ces nuances, la subtilité dans les ombres, dans les hautes lumières et dans les couleurs. On perd la dynamique. Elle vaut aussi pour la richesse des couleurs. Bon. Alors, Ansel Adams, il faisait des photos en noir et blanc. Il y a plusieurs manières de faire du noir et blanc avec un appareil photo numérique. Je vais les énumérer très rapidement. Soit on a la chance d'avoir un boîtier monochrome, un Leica Q, un Leica M, un Pentax K3 3. Marque 3 monochrome. Et on l'espère bientôt, un GR4 monochrome peut-être. Donc soit on a un boîtier comme ça, soit on a un boîtier couleur bayerisé plus traditionnel. On peut travailler en JPEG avec des filtres noirs et blancs directement appliqués sur le boîtier. On peut travailler en RAW et faire cette transition couleur noir et blanc en post-production, en le faisant manuellement avec des mélanges de couches sur Photoshop ou en utilisant là encore des presets qu'on va retrouver dans des logiciels comme Adobe Lightroom ou comme le fameux DxO Film Pack dont on a parlé l'autre fois. Plein de solutions. Jean-Michel, balance, c'est quoi la meilleure? Je crois qu'il n'y en a pas de meilleure. La meilleure, c'est celle qui répond qui nourrit sa sensibilité, son intention photographique. Bon, moi, Tu en fais parfois, toi? Oui, parce bien que sûr. Quand on parle de prévisualisation, tu fais beaucoup de couleurs, mais c'est très monochrome comme approche. C'est très monochrome, et en fait, je m'appuie quand même beaucoup sur les presets de couleurs de Fuji. Et c'était un peu la motivation de mon choix. Les simulations de films, du coup. Les simulations de films. Oui, le mode across chez Fuji qui fonctionne pas trop mal. On peut même rajouter des filtres, en fait. Très bien. Il y a des filtres simulés, hein, donc le filtre vert, le rouge. jaune, Et du coup, en fait, on est déjà dans une image qui est déjà une interprétation beaucoup plus personnelle du rendu photographique. Voilà, donc ça vaut pour le noir et blanc, mais ça vaut pour la couleur aussi, où en fait on a des modes de simulation sur les rendus papier négatifs ou sur du classique chrome que j'aime beaucoup. Mais en fait, encore une fois, hein, là on aborde les goûts intimes de chaque personne, de chaque photographe. Hein. Et puis là on parle technique, hein, mais c'est vrai que les grands techniciens sont peut-être pas les plus grands artistes, hein, et les plus grands artistes sont peut-être pas les plus grands techniciens. Je pense qu'il faut trouver son bon mode opératoire, que ça soit à la prise de vue. Je te laisse ces formules, ouais, ça peut être un débat. Ça peut être un débat. Ou le faire au traitement. Mais ça, il n'y a pas de meilleure recette. Hein. C'est le résultat qui compte. Tiens, débat, Ansel Adams, au passage, il en avait un débat. Lui, il disait, vous ne prenez pas une photo, vous la faites. Ça t'évoque quelque chose? Ben oui, parce qu'en fait, elle se réfléchit, elle se pense, elle se voit, elle s'imagine. Donc c'est un cheminement. C'est pas juste un instantané où on a été par chance présent à un endroit avec des bonnes conditions de lumière. Ça arrive de temps en temps, mais quand on fait un travail de fond sur un sujet,
quand on a un projet d'exposition, de livre ou autre, ou quand on a envie, quand on recherche un style d'image, eh ben, il faut donner du temps au temps. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, on soit complètement passif, bien au contraire. Il faut être justement très à l'éveil, très curieux, très à l'écoute, très réactif, et suivre ce cheminement, penser, voir, et pour être prêt au moment décisif. Ansel Adams, il prenait la netteté dans ses paysages sur l'intégralité du champ. Il faisait partie de ce groupe F64. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre dans cette philosophie-là parce qu'on est rattrapé par les lois de la physique et notamment de la diffraction qui font que grosso modo, n'importe quel objectif, à partir de F16, ça commence à sentir le rouchi en termes de piqué et de qualité optique. C'est quoi du coup le bon équilibre, la bonne ouverture pour tenter de s'approcher de cette sensation de netteté que Ansel Adams arrivait à donner dans ses images? Il faut travailler avec l'hyperfocal. Enfin, comment on peut faire? Alors, en fait, il y a deux problématiques. La première, c'est elle est purement technique. Elle est justement au-delà d'une certaine valeur de diaphragme. On va perdre en définition d'image. On va laisser apparaître des aberrations chromatiques. Donc, en fait, des franges de couleurs sur les contours du sujet de l'image. Quelle ouverture aujourd'hui, de ton expérience? Ça dépend de la focale aussi. Alors, ça dépend de l'optique, ça dépend du capteur, ça dépend de plein de choses. Ça voilà. dépend du couple optique-capteur. Ouais. Ça dépend après du traitement qu'on fait derrière. Parce qu'avec un bon traitement, on peut très facilement rendre l'aberration chromatique à l'état de 0. Je dirais, la bonne pratique, c'est être à F11, F16. Et tout dépend encore du style d'image qu'on veut faire. Si on fait des images en pose lente, parfois pour éviter de se mettre un filtre, pour empêcher la lumière d'arriver, on va se mettre à des valeurs de F16, F22, ou pour voir le soleil scintiller, partir en étoile, il faut fermer le diaphragme. D'expérience, j'ai fait récemment des essais à F22, j'ai vu aucun problème. Mais aussi parce que mon capteur est capable et le couple, encore une fois, optique-capteur le permet. La bonne pratique, F11, F16. Avec un capteur propre. Parce que plus tu fermes et plus on laisse apparaître en paysage, et plus tu as des tâches. Et quand on fait le type d'image que toi tu fais, très épuré, très minimaliste, ça fait tâche. Ça fait tâche. Ouais. Alors Jean-Paul l'a évoqué dans son témoignage, Ansel Adams, c'est aussi une approche contemplative et la capacité de pouvoir visualiser mentalement le résultat final avant même de prendre la photo. On l'a évoqué. On a échangé avec le photographe Éric Bouvet, qui signe une photographie de paysage singulière avec son projet Élévation. Il travaille à la chambre grand format argentique qu'il transporte sur son dos dans des zones difficiles d'accès. Il nous explique pourquoi il a fait ce choix du grand format et quelle place prend l'observation et le temps dans la réalisation de ses prises de vue. On l'écoute. Moi, ça fait 30 ans que je galope autour du Mont Blanc, sur le Mont Blanc, dans ce coin-là. Donc, je connais très bien, j'adore la montagne, j'adore la photographie. Je me suis dit, on va allier les deux. Et je me suis dit, alors, faire de la photographie de montagne comme le font les très bons photographes alpinistes dont je connais certains, dont je n'arrive pas à la cheville, parce que je ne suis pas un bon technicien en montagne, parce que je ne suis pas à l'aise quand il y a du gaz, comme on dit. Donc, du coup, ça ne servait à rien d'aller sur leur plate-bande. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est là où arrive Ansel Adams. Je me suis dit, je vais faire de la chambre, puisque ça fait des années que je travaille à la chambre. Et je me suis dit, oui, mais donc on enlève la case numérique couleur, on enlève la case Ansel Adams, parce que faire du film noir et blanc à la chambre grand format, Ansel l'a extrêmement bien fait, puisqu'il avait entre autres aussi inventé ce zone system. Et je me suis dit, c'est pour faire du copier-coller, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai remonté le temps et je me suis dit, je vais faire ça à la manière des photographes alpinistes des années 1850, 1870 qui partaient, eux, soit avec des plaques de verre, mais beaucoup avaient choisi le calotype qui était le deuxième procédé inventé
après Niepce, et c'est un Anglais, Henry Fox Talbot, qui a inventé le calotype, je ne sais plus, à peu près moins d'une dizaine d'années après Niepce, et c'était le premier procédé reproductible, puisqu'il mettait du papier, ce qui était beaucoup moins lourd qu'une plaque d'étain ou autre, et beaucoup moins fragile que des plaques de verre. Il mettait du papier qui donnait un négatif sur le papier. Donc, il ne restait plus qu'à faire un tirage contact ou, en l'occurrence, avec les manières modernes que l'on a, de scanner ce négatif papier et d'avoir ensuite sur l'ordinateur de l'inverser sur Photoshop. Et hop, tu joues un peu des manettes pour obtenir ce que tu veux de ton... Donc, j'ai allié en fait l'argentique et le numérique pour obtenir ces résultats. Moi, qui me plaisent bien, vu que je suis un photojournaliste à la base et qui m'a interdit de toucher aux manettes, là, j'avoue que j'y ai un petit peu touché pour obtenir... Parce que, en fait, le procédé, c'est que j'ai exposé d'où, j'ai développé d'où, j'ai scanné d'où. Je suis un homme doux, en fait. Les gens ne savent pas, mais je suis très doux. Pour avoir le plus de latitude possible et faire... voilà. Parce qu'il y a des fois où le papier il sortait, oh la vache, c'était un peu très contrasté ou alors très pisseux. Enfin bon, pas facile le papier à exposer, hein, parce que ça dépend de la luminosité, ça dépend des UV, ça dépend de la température, ça dépend enfin de plein de trucs, de l'humidité, enfin bref. Et du coup, voilà, je suis parti avec cette idée-là en hommage à nos ancêtres pères des années 1850, 1870. Et voilà. Donc, sauf que eux, ils avaient la chance de partir en équipe. Ils partaient à 20, voire je ne sais combien, avec évidemment beaucoup de vin rouge. C'était la norme à l'époque. Et donc avec des porteurs. Mais moi, je suis parti tout seul et à l'eau claire. Parce que je peux te dire que même à l'eau claire, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Et j'ai pas beaucoup rigolé à me peler là-haut dans le froid, à attendre des lumières qui ne venaient pas, des orages qui me sont arrivés sur la gueule et parfois j'ai laissé tout le matos et je suis parti en courant parce qu'il y avait du métal. Hein. Et du coup, non, je me suis fait des bonnes frayeurs, je me suis bien gelé les doigts pour ne pas dire autre chose. En général, tu fais une vue, donc c'est sûr que tu réfléchis, hein, tu ne vas pas faire vite fait, mal fait. Donc tu réfléchis, ça prend du temps, tu cherches ton angle, ton endroit, ton optique et tu attends que tu aies les nuages que tu veux, la lumière que tu veux. Et en l'occurrence, j'avais tendance à dire que je suis monté 2 fois sur 3 pour rien, mais j'ai un peu exagéré, hein, on va dire une fois sur 2 à peu près. Non, un peu moins. Mais je suis monté très très souvent pour rien. Ça, j'ai grimpé, je me suis pelé des nuits pour rien. Non, ça, franchement, si je devais le refaire, je ne le referais pas. Faut quand même préciser quelque chose, hein. Quand on écoute Eric, et que je me permettrai d'ajouter, on avait enregistré une émission au coin du feu avec lui, hein, où on avait partagé beaucoup de choses. Eric est un athlète. Eric est un Ironman. Donc, quand Eric porte des plaques et des chambres grand format comme ça dans les hautes altitudes, c'est quelque chose qu'il est apte à faire physiquement et qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, Respect. gros respect. Son livre est magnifique, son travail est magnifique. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Michel? Est-ce que tu serais prêt à faire l'expérience, aller en formation, par exemple, avec Eric, travailler comme ça à la chambre grand format? Avec Eric, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et on s'est rencontrés il y a 2 ans pour le festival de Chamonix, justement, où il présentait sa série Élévation. Dont la 3e édition aura lieu, je le cite au passage, du 31 octobre au 2 novembre. Là. Et donc, non, respect déjà, prouesse physique, hein, trimballer 25-30 kilos quand on est en haute montagne, parce que ça rigole pas là-haut. Et quand il parle de gaz, hein, donc c'est vraiment la capacité à sortir de sa zone de confort et à allier à la fois en fait la recherche, la quête esthétique, donc la quête photographique, et avec les contraintes physiques de la haute montagne. Donc, l'association des deux, parfois, c'est vraiment invivable. Quoi. Et contrainte technique du nombre de prises de vue aussi, parce que comme il le signale, là, on part pas avec ses cartes mémoire. Hein. Donc, travail, je dirais, vraiment singulier. C'était vraiment le mot à souligner. Travail singulier sur la montagne. Revenir justement dans l'idée des photographies, du rendu des images de la fin du 19e. C'est à la fois osé. Et il y a un point qui est très intéressant dans ce que dit Eric.
c'est te dire, bon, bah alors la case couleur, j'étais obligé de ne pas la cocher. Ansel Adams avait déjà, entre guillemets, tellement fait de choses, de belles choses sur ce travail sur la photographie de paysage en noir et blanc, et ben il fallait que je trouve ma voix, ma propre voix, pour montrer quelque chose, exprimer quelque chose qui a été peu abordé, ou en tout cas il y a très longtemps, avec sa patte. Ça, Et puis entre-temps, Salgado avait fait quand même aussi un travail assez important avec Amazonas, notamment. On voyait des photos de paysages absolument somptueuses, même Genesis. Donc, Tout à fait. Et il y a un autre point aussi qui est important dans ce que dit Eric, c'est quand il dit ça fait déjà un paquet d'années que je traîne sur le secteur. En fait, je pense que quand on connaît très bien un endroit, on est mieux à même de raconter l'histoire qu'on souhaite, au plus proche en tout cas de sa sensibilité, parce que aujourd'hui, tout a été photographié. Et donc, un sujet qu'on maîtrise bien, ou en tout cas quand on a une bonne connaissance d'un lieu, eh ben, on va être capable d'aller, en tout cas, de rationaliser son effort, en tout cas dans sa démarche, d'essayer d'aller chercher des choses qu'on maîtrise. Je reviens 2 secondes sur cette histoire de prévisualisation. Est-ce qu'avec ton expérience maintenant, tu arrives vraiment à faire cette image mentale du rendu de ton image avant même d'appuyer sur le déclencheur? À défaut d'y réussir à chaque fois, en tout cas, cette transposition, on imagine les choses. On se dit, tiens, ce type de lumière-là. Mais ça nécessite, on va dire, pour arriver à transposer le rendu final d'une image, ça demande une très bonne connaissance de son matériel et une très grande pratique sur le terrain, parce qu'en fait, on va chercher, quand on cherche un type de lumière, on sait que ça, potentiellement, on va avoir tel type de rendu. Et ce type de rendu n'est possible que par la connaissance de la plage dynamique de son capteur, du rendu de ce profil couleur, et puis du support qu'on va utiliser après pour la rematérialisation. Choisir un papier, c'est pas anodin. Et on sait quel rendu ça peut avoir entre un papier baryté ou un photorag et un papier coton. Le rendu n'est pas du tout le même. Donc, c'est ce cheminement-là, on l'a depuis l'observation sur le terrain, le moment de la prise de vue, la phase de traitement, de post-traitement et la transposition sur le support physique. Du coup, tu serais plutôt de la team, tout ce qui peut être fait à la prise de vue n'est pas à faire en post-production, ou open bar post-prod, on verra ça en post-prod, quoi? Non. Je pense que le chemin qui mène à l'image, c'est une quête d'exigence. Et l'exigence, si on ne l'a pas à la prise de vue pour se simplifier justement tout le travail pour la rematérialisation, en tout cas, c'est ma vision des choses, on passe à côté. Mon plaisir, il est d'être sur le terrain et d'essayer d'exprimer dans l'instant le moment que je cherche. Ce n'est pas forcément ce que l'œil voit, mais ce que je cherche. Et ça passe, oui, par l'usage de filtres, par des temps de pause, par un modelé d'image qui est plus personnel, qui en tout cas qui répond à une sensibilité qui va toucher un point. En fait, quand on se balade dans la nature, tout le monde n'est pas sensible à la même chose, et heureusement. Mais les choix qui sont faits à la prise de vue, ils sont essentiels, ils conditionnent la suite. Avec une partie absolument pas open bar sur le post-traitement, le moins de temps possible. Oui, c'est ça, parce que quand on parle du coup d'Ansel Adams, photographié à la manière d'eux, il y a quelque chose d'un peu artisanal. Quand on écoute le témoignage d'Eric, quand on écoute tes propos, il y a quand même beaucoup de choses, encore, Dieu merci, qui se passent à la prise de vue, alors qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, tiens, finalement, un petit coup d'IA et puis le tour est joué. Et combien de fois j'ai entendu dire, mais pourquoi tu utilises des filtres? Tu peux tous faire en post-prod. Mais oui, mais en fait, le cheminement n'est pas du tout le même. La relation à l'image, l'émotion ressentie. Enfin, moi, j'en connais beaucoup des photographes qui font pratiquement tout à la post-prod. Mais en fait, quel est le plaisir de la prise de vue? En fait, moi, je suis là à faire mes petits ajustements, à essayer d'ajuster l'usage du filtre, à augmenter un tout petit peu le temps de pause. Alors, en se faisant l'avocat du diable, on pourrait dire l'efficacité. On pourrait se dire, tiens, je suis un pro, j'ai besoin d'un résultat là tout de suite pour une office du tourisme, etc. Donc, ça va m'être utile dans ce cadre-là. Alors là, moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, parce qu'en fait, l'essentiel de mon travail, c'est avant tout un travail personnel, et que je rematérialise sous forme d'expo, de livres ou autre, ou pendant à l'occasion de stages et voyages photos. Et en fait, j'essaie de partager cette vision justement
du temps nécessaire pour contempler une image, contempler une scène, c'est ce qui conditionne la suite. Je ne raisonne pas en souci d'efficacité. Évidemment, je suis content quand j'ai une image qui prend sens, mais le plaisir, il est d'abord sur ce qu'on vit au moment où une lumière arrive, où on voit des couleurs complètement incroyables après une grosse averse, voire il y a pas très longtemps, au printemps, j'ai vu en Écosse des choses absolument extraordinaires avec des rideaux de pluie et de grêle qui passaient entre les vallées. Quand on va dans le désert d'Uyuni et qu'on est dans 30 cm d'eau et que c'est un miroir infini avec des nuances au coucher du soleil où on ne sait même pas que ça existe, ces moments-là, ces vibrations, cette sensibilité, ces moments, c'est des moments de pur plaisir. Là, on n'est plus du tout dans la technique, là, on est dans le ressenti. Alors, si on arrive à l'exprimer en image, là, on est content, mais on ne vise pas l'efficacité. Merci Jean-Michel pour toutes tes explications.